canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On termine cette semaine exceptionnelle axée autour du film La Dernière Reine. Le film sort le 19 avril. Nous, on enregistre le 27 mars, mais normalement, cette émission est publiée le 19 avril. Ce film a été réalisé par deux personnes, Damien Ounouri et Adila Bendimerad. Ils sont là pour en parler. Merci à vous deux. Je suis très content et je répète, le film sort le 19 avril. Question godardienne. On va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Donc, comment allez-vous tous les deux aujourd'hui? On va bien, surtout qu'aujourd'hui, c'est la sortie du film. Enfin, tu vois, quand ça sera projeté, donc on a le track là, tu nous as mis le track. Eh oui, la sortie du film. Ouais. Non, mais je suis très content en tout cas de vous recevoir tous les deux parce que je vais être extrêmement sincère et un peu, je vais être très provocateur, hein, vraiment, hein, pour le coup. À un moment, à un moment, je me suis dit, mais ça va être l'Arlésienne, ce film, c'est pas possible. Alors, ce que je viens de dire veut dire quelque chose aussi. Donc, je suis très content parce que c'est que le film existe et que ça a mis un certain temps à se faire, en dehors effectivement du Covid. Ça, c'est vrai que ça a été très compliqué. Mais donc, première question réelle pour le coup, après avoir terminé ce film, comment on se sent quand on a terminé ce genre de film, qui plus est dans un pays où, on le dit souvent, mais c'est important, pour que les gens qui sont ailleurs savent que ça existe aussi dans un pays où il y a plus d'industrie du cinéma, donc il faut faire autrement les choses. Comment on se sent d'un point de vue de la santé, là? Parce qu'on pose rarement la question santé par rapport aux acteurs et aux metteurs en scène, mais ça, je crois que c'est important de se dire comment vous vous sentez en santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé après avoir fait un film comme ça? Comment te dire, Samir? Moi, j'étais enceinte à la fin du tournage, donc les 9 mois qui ont suivi la fin du tournage, comment te dire? Et puis surtout que quand il y a eu la première mondiale du film à Venise, j'ai accouché, donc voilà, plus une nuit blanche, enfin, tu connais, on connaît, enfin, ceux qui connaissent, donc non, mais en fait, on se sent, moi, je me sens dans une autre planète, non. C'est-à-dire que la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que déjà, moi, je réalise pas trop qu'on l'a fait. Surtout quand on fait des avant-premières et que je regarde le film, je me dis, nom de Dieu, on a fait ça. Mais comment on a fait? C'est vraiment un film impossible. Et du coup, pour me protéger un petit peu, parce que ça a été un long chemin où on est mort 10 fois, on a ressuscité 100 fois, on est mort encore, tellement le chemin a été compliqué. Bah, du coup, je me dis, waouh, incroyable. Heureusement qu'on ne savait pas que c'était impossible, parce que sinon, on ne l'aurait pas fait. Et heureusement qu'on ne savait pas que c'était impossible. Et on l'a fait. Donc, joie. Joie, 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 joie. Ouais. C'est sûr que le premier coup de crayon, c'est 2014. Là, on est en 2023. Après, je pense que l'être humain est assez bien fait. La mémoire, elle se compacte. Mais c'est vrai que par moment, on repense en voyant des fois un élément ou, je sais pas, un accessoire dans le film. Il y a tout objet, tout, même presque tout cadre à une histoire. Et des fois, ça ramène à des zones temporelles, à des moments qui ont été compliqués, pas mal de batailles, de solitude, de moments où normalement on aurait dû, peut-être j'ai envie de dire humainement et pour sa santé mentale, arrêter. Et en fait, non, on a tenu. Donc là, il y a quand même pour moi, il y a une vraie libération. Et puis, il y a eu quand même l'heureux événement, un enfant, qui fait que tout s'est aplani, apaisé. Moi, comme on dit, alhamdoulilah, c'est-à-dire que c'est magique, c'est important, et c'est plus si important que ça. Je veux dire, on est arrivé au bout du chemin, et là, j'ai du mal à me rendre compte aussi qui sort. C'est pour ça que le retour du public est très fort et très, en termes d'émotion réelle, ça fait vivre, ça fait trembler, parce que d'un seul coup, on se rend compte que ce truc sur lequel les fois on se disait, mais je suis fou, je l'invente, il n'existe pas. C'est pas vrai qu'on est en train de travailler sur ce film. Imagine, rien que le temps du Covid, 1 an et demi entre la coupure et la reprise, il y a pas mal de journées de solitude. En amont, même 2018-2019, je me rappelle avoir passé des étés à faire moi-même les dépouillements, comme le premier assistant réalisateur. Je me rappelle d'Adila, des fois, qui me regardait avec mépris, voire colère, en train de faire un petit travail de fourmi à tout lister, parce que on avait l'impression qu'on se battait un peu contre l'impossible.
que c'était peut-être 20. Et là, c'est vrai que le retour des gens est merveilleux, quoi. C'est-à-dire que rien que ça, rien que ces avant-premières, avant, et le fait de savoir qu'on sort en salle, pour moi, c'est déjà magique. Oui, c'est-à-dire qu'avec le retour des gens, il y a eu beaucoup les Algériens, les Français d'origine algérienne, parce qu'on a projeté beaucoup en France, mais aussi des gens qui connaissent pas l'Algérie, comme on a projeté devant des Savoyards à Chambéry, où ils connaissaient pas vraiment le cinéma algérien ou tout ça. Il y a tellement d'enthousiasme, et surtout, en fait, je crois que le public donne sens. C'est comme si on était arrivé à bon port, enfin. Parce que même après la Première mondiale à Venise, on a eu comme ça un moment de solitude, parce que moi, en tout cas, moi, j'ai traversé encore un gros moment de doute et de solitude, parce qu'on n'était pas labellisé par les professionnels, on était un peu un film entre les deux, on était un premier film on se demandait c'est quoi ce geste, le XVIe siècle algérien, les gens n'ont pas forcément compris l'enjeu. Et puis d'un coup, le public prend la parole et dit voilà, merci, voilà en quoi ce film est important, voilà en quoi ce film est important pour moi. Et quand le public s'est emparé, ça a donné le sens, et j'ai eu l'impression que ouf, maintenant le film il est à eux et je peux dormir tranquille. C'est très émouvant le public. Très émouvant, on a eu. Merci, vraiment. Là, moi je m'attendais pas à autant d'amour en fait. C'est de l'amour quoi. Et c'est toutes les projections comme ça donc tout va bien. C'est pour ça que je dis joie et joie. Est-ce que le fait qu'il y ait eu ce Covid, avec le recul, est-ce que ça a été une bonne chose pour votre film? Parce que je crois savoir que vous aviez commencé avant, et puis bon, le Covid est arrivé, il y a eu une interruption. Est-ce qu'avec le recul, ça a été une bonne chose? Ben oui. Oui, oui, oui. Comment? C'est bizarre à dire, mais le Covid nous a permis de se remobiliser, de pousser la qualité, les détails. On avait lancé avant Covid, donc on va dire qu'une prépa se lance. Le Covid, c'était en mars 2020. La prépa était déjà fin 2019. On a lancé pour tourner et finalement, on s'est rendu compte dès sur le plateau qu'on n'était pas prêt comme on aurait aimé l'être. Alors après, on a l'habitude j'avais envie de dire, de sauver les meubles, se mettre en mode survie, mais quand même, c'était un peu dommage. Et c'est vrai qu'on a commencé, je crois, le 13 mars, et le 15 mars au matin, on a dit à l'équipe, on arrête, et le 17, je crois que toutes les frontières se sont fermées. Donc il y a eu ce laps de temps où on a arrêté, donc après, bon, il y a eu, on va dire, je pense 1 mois et demi, où on a un peu rien fait, on parlait plus, on était Mort. KO, parce que ça faisait encore un peu une sorte de coup du destin quand même, qui n'était pas évident, parce qu'on n'était pas sur la première difficulté du film. Mais après, très vite, on s'est remis à travailler, en fait. Moi, ça a été quand même Feriel Gasmi et Siachem. C'est-à-dire, moi, j'avais vraiment même du mal on est resté enfermés à Tlemcen parce qu'on était, on était des gens en contact, et puis on voulait pas rentrer à Alger pour pas être en contact avec nos familles. Parce que le Covid, enfin, faut se rappeler un petit peu du contexte. Et donc, moi, j'avais vraiment du mal à me redresser, à me mettre debout. Et puis, Damien, il me parlait des légendes, des films qui ne se font jamais. Tu sais, il y a des films comme ça. Oui, bien sûr. Ah, Et oui, moi, j'ai écrit un papier là-dessus même, donc je connais très bien. Donc, moi, je me suis dit, est-ce que nous, on est un film maudit? Mais c'est le naufrage total. C'était complètement dingue. Et Feriel Gasmi, mais vraiment. Elle m'appelle, elle me dit, bon, maintenant, tu vas te lever de ton lit, tu mets un pied devant l'autre, tu te lèves. Moi, je commence à travailler sur le dossier artistique, et puis toi, on va y arriver. Et je dis, comment ça, on va y arriver? Parce qu'il va falloir tout refinancer. Elle me dit, on va y arriver, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et donc, et puis, au fur et à mesure, donc, il y a eu aussi Jean-Marc Myrté. Tous les gens, en fait, tous nos alliés du film. On dit souvent il y a beaucoup de solitude, mais en fait, il n'y a aussi pas que de la solitude. Il y a aussi tous ces amis, tous ces professionnels de talent. Il y avait le couvre-feu à Alger, dans toute l'Algérie, il y avait un couvre-feu. Et tous, ça nous manquait de se voir, ça nous manquait de rêver ensemble du XVIe siècle. Notre film nous manquait. On avait envie de le rendre plus beau. On avait tous des frustrations dues au premier tournage où on n'était pas, comme dit Damien, suffisamment prêt. Et donc, on a commencé à se voir. Moi, j'allais voir
Jean-Marc à Bab Judith, à la Casbah où il habite. Et on discutait, et je lui disais, redessine-moi ça. Et il me disait, tu vois, là, on pourrait mettre ce détail, Adila, maintenant qu'on a le temps. Et donc, avec Jean-Marc, moi, j'ai commencé à travailler énormément sur les détails. C'était un enjeu très important, les détails. C'était pas juste un enjeu esthétique, c'était bien au-delà de ça. Et Damien a fait pareil avec Feriel. Et puis, avec Tarek Bouharara, on a retravaillé les dialogues. Parce qu'entre-temps, on avait fait une pièce de théâtre, parce que je lui avais dit, bon, le film ne va pas se faire, on a des costumes super, on va les utiliser pour une pièce de théâtre. On avait fait Wak Wak. Et donc, on avait fait cette pièce, et on s'était beaucoup amusé sur la langue. Et je lui dis, mais dans le film, il faut qu'on aille encore plus loin que la pièce de théâtre. D'ailleurs, il y a des éléments de la pièce de théâtre qu'on retrouve dans le film, et ça vient du Covid. Ça vient de... On a peaufiné l'œuvre, on l'a... Mais l'avantage, parce qu'on a beau faire toutes les préparations, les prépas du monde pour un film, il n'y a rien qui vaut le fait de dire action, quoi. C'est ce moment-là qui est au bord du précipice où tout s'agite, tout s'accélère et va faire sens et va essayer de rendre réelle la situation du scénario et la rendre concrète. Et le fait d'avoir ces 2 jours en répétition, comme une répétition générale dans les décors avec une équipe, ça a permis de voir ce qui marchait pas, de voir aussi dans l'équipe les endroits où on était un peu faible en termes de personnel. Et donc on a fait fructifier tout ça. On a renforcé nos équipes, on a poussé la déco, la direction artistique et les costumes en termes de détails, des accessoires. Donc le film a pris en... Ouais, il a quand même pris sur la qualité des détails. Je dis pas la qualité de mise en scène, tout ça, je suis pas juge, mais sur la qualité de ce qu'on voit à l'image, en termes de voilage, de drapé, tout ce travail nos décors étaient un peu nus. Et ça, on est rendu compte que le jour du tournage ou juste en installant les décors que, en fait, il y a une ampleur dans les décors qui est difficile à remplir. C'est difficile de donner vie à ces lieux. Ça nous a permis de vraiment Oui. corriger, améliorer ça en tout cas. Et aussi, comme on n'a pas les moyens financiers, parce que ça reste un film d'époque à petit budget, puisqu'il a l'équivalent en termes de subvention, de budget, il a l'équivalent du budget d'un film contemporain. Donc le temps du Covid, le temps suspendu du Covid, nous a permis d'arriver à un résultat qu'on aurait pu avoir avec de l'argent, puisque ça aurait été plus rapide, mais là, il fallait que ce soit artisanal. Et c'est un film artisanal, encore plus avec le Covid. Alors, je sais que quand les gens voient le film, ils ne voient pas du tout le côté artisanal. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit ça, ils vont vous plaisanter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un blockbuster venu d'Algérie. Mais c'est un film artisanal et qu'on a fabriqué vraiment avec nos mains, à tous les détails près. Tout. Les combats, les costumes, les décors, les ajustements. Mais un exemple concret, aussi le fait d'être sur le plateau, sur ce film, une équipe un peu grosse, ça a fait qu'on s'est dit, on va faire un storyboard pendant le Covid. Parce que moi, en parallèle aussi, j'ai bossé, j'ai réalisé des pubs. Et c'est vrai qu'en utilisant en pub, il y a tout le temps des storyboards. Je me suis rendu compte que c'était un outil incroyable quand tu as une équipe un peu grande et qui doit être efficace en rendement. Tu dois tourner beaucoup de plans, beaucoup de séquences. Plutôt que j'aille me pointer à chaque chef de poste et refaire mon speech, expliquer mes lignes une par une de tel plan, non, ils ont déjà ça. Vous prenez, vous regardez. Au moins, si à un moment il y a une question, ils ont ce repère-là. Même si après, on ne respecte pas forcément le storyboard, mais c'est encore un temps... quand on fait un storyboard et quand on le discute, même si après on le met à la poubelle le jour du tournage, c'est vraiment un temps de mise en scène, quoi. Oui. Où on réfléchit, on verbalise et on se dit non, finalement on va plutôt chercher cet axe-là, on va plutôt faire ce raccord-là. Et c'est oui, je trouve que il y a toujours un peu, et notamment peut-être en France, moi qui étudiais la théorie du cinéma, il y avait un peu, je me rappelle dans mon temps, c'était très cinéma d'auteur, on avait un peu un mépris de ces Américains qui planifiaient tout. On se disait, mais elle est où la création là-dedans? Et en fait, non, c'est ce cadre de création que tu délimites, tu précises au maximum, et pour mieux l'exploser quand tu es sur place. Mais ça reste un outil vrai qui outil peut de être, travail. Et notamment quand tu as des batailles, des effets spéciaux, et ou un film avec une certaine ampleur qui se passe dans plein de lieux différents, dans plusieurs géographies différentes du pays, ça
tout le monde est un petit peu sur la même longueur d'onde, parce que quand on parle avec les mots, en face, on a de l'interprétation, et donc ça permet d'être plus précis. C'est votre, troisième projet ensemble après le clip pour Delali pour Dimawi Africa, après le film Kindle. C'est le troisième film. Enfin, c'est le troisième projet. Zafira, ce projet autour de Zafira, il était là depuis très très longtemps. Quand est-ce qu'il est arrivé, ce projet? 2014, on travaillait sur un autre film qui s'appelait Shedda à l'époque, film contemporain. Ah oui. Film contemporain. Il est arrivé avant Kindle. Kindle n'existait pas. On avait fait le clip. D'ailleurs, on avait fait une émission ensemble, à boire et à manger. Mais à ce moment de l'émission, il n'y avait pas, qui devait être 2013, il n'y avait pas du tout d'histoire de Zafira. Sauf pour moi, je l'avais écrite pour le théâtre. J'ai toujours rêvé d'écrire pour le théâtre et en fait, j'y arrivais jamais. J'avais écrit un truc que j'avais mis dans mon tiroir. Voilà. Et 2014, Adila m'en parle. Souvenir, en montage du clip. Et oui, Damien, c'était en montage du clip. Et là, je lui parle de... Il y avait... Si, c'est bien ça. Hein. Tu es en train de monter le clip et il y avait des statues qui se fabriquaient sur les personnages héroïques de l'histoire de l'Algérie. Et les statues. Je dis, mais tu vois, il y a ce personnage qui est pas très consensuel, mais qui est quand même... sur l'imaginaire, c'est quand même la Casbah, c'est Alger, moi j'adore. Et je lui dis, j'avais écrit une pièce de théâtre. Et on parlait de cette pièce de théâtre que j'avais écrite qui s'appelait Les Noces de Zafira. Alors, franchement, ça aurait été cool de la faire. Hein. C'était un décor. Il n'y aurait pas eu de prise de tête. Hein. On aurait survécu plus facilement. Ça aurait mis moins de temps. Mais ça aurait été peut-être moins fort. Et donc, j'en ai parlé de cette pièce de théâtre à Damien. Et puis, il est revenu dessus, c'est ça? Oui, non, moi, quand elle m'en avait parlé, je lui ai dit, mais ça, c'est... On a des légendes, des rois. Il y a Barberousse à Alger, je ne savais pas que les frères Barberousse étaient venus à Alger. Il est manchot, il est super fort avec une main en fer, mais ça c'est du cinéma. Mais d'ailleurs, tu me rappelles qu'à un moment, Zafira, on a commencé à l'écrire pour le théâtre. Pendant le financement, on comptait faire le film, mais ça tardait. Et c'était, je crois, juste après, on avait fait Kindle, et on n'avait pas encore assez de financement. On s'est dit, on va se chauffer. En faisant une adaptation théâtrale. Moi, je vais bosser de la scénographie, ça m'intéresse. Après, dans le tiroir, on a encore plein de scénarios. Hein. En fait, il y a toujours... Voilà. On en a encore plein, des projets. Soit un projet peut prendre plusieurs formes, soit il y a d'autres projets qui vont passer devant. Mais par contre, celui-là, c'est le moins simple qu'on avait. Et je me souviens que notre coproducteur d'Agathe Film nous avait dit... à un moment, il se lançait, et puis il me dit, mais tu sais, tu m'as parlé d'un autre scénario qui me paraît quand même plus faisable, est-ce que tu peux me l'envoyer? Je lui dis non. Je lui dis, parce qu'il est tellement plus faisable que tu voudras faire celui-là. Il m'a dit, non, juste par curiosité. Je lui dis, non, je ne l'enverrai pas, parce que, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est le plus compliqué. C'est pas celui qu'on devrait faire en premier, et c'est pourtant celui-là qu'on doit faire. Il me dit, allez, t'as raison. Ne me l'envoie pas, je veux même pas le lire. Et pourquoi c'est celui que vous devez faire? Pourquoi c'est celui que vous deviez faire? Pardon. Avec le recul? Avec le recul, je pense que vraiment, je ne sais pas bien pourquoi, toujours, je ne peux pas dire pourquoi je fais du cinéma ou pourquoi je fais du théâtre ou pourquoi j'écris. Mais dans cette histoire d'époque qui a disparu, où je n'ai pas de représentation de nous, de moi, de l'Algérie, le pays où je suis née, où je vis, où je vais sûrement mourir et être enterrée. Donc c'est aussi un peu, ça sera forcément aussi le pays de mes enfants. Et je n'ai pas ça. Et j'ai des villes aussi, je suis très sensible à l'architecture, qui ont été rasées. Alors l'Algérie, elle est ce qu'elle est maintenant, c'est très beau, on a de très belles villes, c'est entre... l'architecture ancienne et l'architecture coloniale, et voilà notre histoire et l'architecture d'aujourd'hui. Elle est comme elle est, et c'est comme ça, c'est la vie, et c'est très bien. Mais tout cet effacement, toute cette destruction, ça crée une peine. Et
tout ce que je vois dans les films, la culture qui a l'hégémonie quelque part, hein, qui est les films occidentaux, ou bien les grands films japonais, les films américains qui ont plus les moyens, dont la culture inonde le monde. En fait, par exemple, à Hollywood, on est un peu représentés tous pareil. On part du Maroc jusqu'à l'Iran. C'est à peu près pareil. On est tous habillés pareil. Quand ils nous représentent, on parle un peu tous la même langue, mais on ne sait pas trop c'est quoi cette langue. Et des fois, c'est même des onomatopées, donc c'est très choquant et c'est très injuste. Et ça fait de la peine et il y a quelque chose d'injuste. Et c'est surtout que de l'autre côté, il y a de la beauté. Il y a de la beauté, il y a du romanesque. Et moi, j'ai toujours eu envie, et j'ai trouvé ça assez naturel, même avec ma tradition d'histoire orale. Et puis Alger, ça a toujours été une muse. J'avais, moi, très envie, et je trouve que c'est assez vital et nécessaire de faire apparaître ça, ce qui a été effacé. Et puis, c'est pas normal, en fait, que c'est pas apparu avant. Pourquoi c'est pas apparu avant dans notre cinéma? Pourquoi on a ce trou noir? Pourquoi on devrait toujours avoir un trou noir? Pourquoi je vois pas des gens parler ma langue? Je vois Zafira, elle parle en algérois, Chega, elle parle en kabyle. Pourquoi j'ai pas vu des héros, des ancêtres comme ça, réels ou imaginaires, mais en tout cas ma mythologie, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal dans ce qui se passe, que nous n'ayons pas un cinéma, nous, Algériens, Africains, on n'a pas suffisamment de cinéma comme ça qui s'affranchit de certaines choses et qui se donne le droit de raconter aussi sa profondeur historique. C'était très... Bon, j'essaye de l'expliquer là, mais c'était très nécessaire. C'était un vrai besoin. C'est ça qui est devenu un peu l'urgence et on y a mis plus que de la rage, hein, parce que vraiment, je vous le dis, c'était un film impossible. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la survie presque. Il faut qu'on apparaisse, qui est le contraire de disparaître. Après, on a eu pas mal d'années pour y réfléchir, hein, du coup. Mais moi, je pense que sur le moment, il y a un vrai plaisir de cinéma, une vraie envie de cinéma et une vraie envie d'enfant. Faire un film avec des pirates, c'est quand même très cliché, mais oui, c'est quand même, c'est super. De l'autre côté, il y avait du beau, c'est ça. Et du coup, il y avait ce truc à la fois désir d'enfant, d'être au cinéma devant ce truc magique où on voyage, on est dans des aventures, et quelque part aussi une fierté, parce que j'étais pas habitué à savoir qu'en Algérie, on avait une histoire comme ça aussi riche, et finalement où on n'avait pas, entre guillemets, à trop forcer, à romancer, à inventer, puisqu'en fait, non, ils étaient là. Il y avait ces histoires-là, il y a juste qu'à piocher et puis à essayer de créer des histoires avec ça. Maintenant, avec le recul, je partage tout ce que tu as dit, je la porte aussi, cette tristesse, on va dire, même si on la transforme, hein, de façon positive. Moi, je sais qu'en tout cas, à l'avenir, tout dépend de la cadence des films. Si à un moment, il y avait la chance d'être dans une économie, on va dire, de studio et de faire 3 films par an, il y aurait du bon, il y aurait à boire et à manger, comme tu disais, il y aurait beaucoup à acheter. Mais là, actuellement, pour moi, je me dis, il faut qu'à chaque film, j'aille dans un endroit qu'on n'a jamais vu ou qui n'a jamais été représenté. Donc là, j'ai vraiment envie d'aller dans ça se rapporte pas mal à des périodes historiques, mais ou alors à des fois à des genres qui en fait, qu'on n'a pas vu. Et c'est vrai que là, la réflexion un peu à réfléchir à pourquoi cette espèce d'amour que j'ai jamais ressenti en fin de projection de mes anciens films, même si ça a toujours été chaleureux, là, c'est plus fort. Et en fait, oui, je pense qu'il y a un espèce de... C'est pas l'invention de la photographie non plus, mais pour des Algériens se voir parler leur langue au XVIe siècle et aller dans le romanesque, puisque c'est une première fois, il y a un truc comme ça assez très très fort. Et du coup, je me dis, mais il y a assez de films qui se font. Autant aller défricher des endroits là qu'on n'a jamais débroussaillés, quoi. Autant on parle toujours du colonialisme, mais est-ce qu'il y a un film vraiment au cœur du colonialisme et qui montre ce que c'est que le colonialisme? Non, tout ça, c'est des concepts. Tu te rappelles, même dans mon film Fidaï, à un moment, le langage arrivé. Mon oncle qui parlait du colonialisme, il disait, mais c'est insupportable, et il décrivait, mais c'était que des mots, on n'avait pas la représentation, et moi, mon seul moyen, c'était de mettre des images d'archives. Mais on n'a pas de fiction, en fait, vraiment. Bon, il y a eu depuis des films de fiction, mais quand même, au 19e siècle, on n'a pas de vraie fiction.
on s'intéresse à une autre période, des années 20 en Algérie, on n'a pas de fiction vraiment à ce moment-là. On a un pays, entre guillemets, jeune, avec un roman national qui est ce qu'il est, qui est vraiment rattaché à la guerre d'indépendance, et c'est normal. Mais en fait, il y a un champ des possibles qui est immense, qui est incroyable. Et c'est toujours un peu rageant, et ça vient, c'est des données économiques. Le cinéma en tant qu'industrie se finance beaucoup en Europe. Ça revient, on en a déjà parlé en dehors de cette émission, sur le fait qu'à part, je me rappelle pas depuis Youssef Chahine et Le Destin, d'autres films d'époque pour le monde arabe ou l'Afrique. Et ça, pour le coup, ça me rend très triste. Ouais, il y en a eu très peu en Algérie. Ils avaient fait l'Andalou, Mohamed Chouaï avait fait l'Andalou, mais bon, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais c'est marrant parce que tu disais, Damien, dans les quelques entretiens que j'ai pu lire autour du film, la dernière reine, tu disais, il nous manque un Shakespeare. Et moi, je t'avais dit hors caméra, ce qui est encore plus drôle, c'est que il y a quelques semaines de cela, je revoyais dans le cadre d'un festival Alexandrie encore et toujours de Youssef Chahine. Et dans ce film, Chahine, qui joue le rôle d'un cinéaste, mais en fait, il joue son propre rôle, veut absolument adapter Hamlet. Et ça, c'est un film de 89. Et je t'avais dit ça hors caméra, c'était lui il y a quelques... Et je trouve ça très drôle, ce rapport à Shakespeare aussi. Et deuxième chose, tu parles de défricher, questionner, aller voir. J'ai l'impression que c'est surtout ce que le cinéma peut se décliner, le territoire du cinéma. Tu as fait un documentaire qui on pourrait dire un film de guerre, c'est Fidaï. Vous avez fait tous les deux un film d'horreur, d'épouvante, c'est Kindle. C'est parce que c'est quand même assez flippant aussi, même si parfois il y a des aspects romantiques, mais ça reste quand même assez flippant. Il y a le clip. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, la série télé. Vous avez fait une série télé ensemble, et là, je suis sûr que je vais oublier des choses. Bon, bref, en tout cas, il y a plein de genres comme ça que vous questionnez. Donc, c'est pas forcément. Alors, il y a aussi, bien évidemment, la société, et pas qu'algérienne, parce que il y a des résonances avec la société universelle, mais ça, on va en parler. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de. Ce qui est très drôle, c'est qu'en 75, Alouache vient, fait Omar Gatlato, et les gens disent, ah, purée, enfin, on va pouvoir voir. On va pouvoir se voir, nous, dans ce film-là. Pour la première fois, le cinéma algérien parle de notre quotidien algérois, entre parenthèses. Et ben là, c'est très drôle parce qu'il y a La Dernière Reine, qui est un film qui se passe au XVIe siècle. Et en gros, vous nous dites pourquoi il n'y a pas eu autant de films. Enfin, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé en 1954 avec la guerre d'indépendance, la déclaration de la guerre d'indépendance. Il s'est passé des choses avant, et peut-être que ces choses-là, si on les questionne, on peut comprendre un peu pourquoi il y a eu tout ça aujourd'hui. Et donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a cette envie aussi d'utiliser en Algérie toutes les possibilités du cinéma, donc tous les genres. Il y a ce travail sur Shakespeare qui revient, on ne comprend pas, et ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi quand même parler d'aujourd'hui, mais pourquoi pas parler d'aujourd'hui en utilisant un rétroviseur qui va très, très, très loin dans l'histoire, quoi. Beaucoup de questions, voilà. Non, mais le Shakespeare, c'est pas mal aussi revenu en financement. Quand on a participé à des plénières de financement, et on était souvent face à un mur, et les gens me disaient, mais pourquoi Alger au XVIe siècle? Pourquoi une histoire racontée de façon, une tragédie aussi classique, alors que vous avez fait Kindle, un film fantastique, un peu déglingo, politique. Ouais. Et moi, je leur disais, mais parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas, oui, mais il y a un côté un peu lourd à la Shakespeare, et je leur disais, mais justement, c'est ça que j'ai dit à Adila, moi, je copilote l'écriture, Adila écrit plus que moi, et je disais, ça, en tout cas, ça a renforcé mon désir à dire, là, on y va avec nos gros sabots, alors on démolit les statues, on les rend humaines, mais fais-moi du Shakespeare, il faut qu'on entre guillemets. Il a des commandes comme ça. Tu peux me faire un Shakespeare, s'il te plaît? Non, alors que je suis pas un fan absolu de Shakespeare, j'ai lu un peu, mais sans plus. Mais ça reste quand même, pour moi, des références dans la culture de l'humanité qui. Ah, Shakespeare, c'est l'humanité. Et si ça reste à travers le temps, c'est pas pour rien. Moi, je dirais que là, à chaque fois qu'on a eu un projet à faire ensemble, on n'a pas cherché en fait à avoir une forme, c'est-à-dire dire ah ben la forme ça sera ça.
C'est ça aussi qui est passionnant dans le travail de mise en scène et d'écriture et de mise en scène, vraiment. C'est que moi, en tout cas, et je pense que Damien aussi, on n'arrive pas avec des certitudes en se disant, bon, on va faire un film avec cette forme-là. D'abord, on essaye juste d'écouter ce qu'on a envie de raconter et ça prend forme. Je travaille aussi comme ça au théâtre en mise en scène. Moi, je suis pas très directive avec mes acteurs au théâtre, mais je pose un noyau où l'acteur va pouvoir s'épanouir. On se raconte l'histoire qu'on va mettre en scène, la pièce de théâtre. On se la raconte des fois. Donc, je leur raconte des fois à l'oral, très souvent. Je raconte à l'oral. Ensuite, eux la racontent à leur tour. Ensuite, on passe à l'écriture. Ensuite, les formes apparaissent. Mais c'est pas une espèce de j'aime pas dessiner des lignes comme ça. J'aime bien que ça parte d'un noyau qui donne la possibilité de se développer. Et après, évidemment qu'on arrive à des moments où il va falloir élaborer, façonner, préciser. Et donc les films prennent forme, les œuvres prennent telle ou telle forme. Et effectivement, moi je vois pas comment La Dernière Reine, ce désir de raconter cette femme légende, histoire, ça ne peut être que très différent de Rendale. Même si beaucoup de gens, alors après ils viennent nous voir, mais alors La Dernière Reine et Rendale, le rapport à la mer, expliquez-nous votre rapport à la mer. Et là je dis, bah en fait, Damien n'aime pas le poisson. Damien n'aime pas le poisson, il se prend pour un poisson, il sort pas de l'eau quand il nage. Et moi je suis née en bord de mer, j'ai grandi en bord de mer, je pense que mes premiers frissons comme ça, où j'ai commencé à imaginer, moi ma première vidéo, c'est mon père qui me filmait à Sidi Fradj. Je suis brûlée d'ailleurs parce qu'il faisait trop chaud. Voilà. Non mais je veux dire, je suis algéroise, donc forcément la mer. Oui, mais il y a quand même. Enfin, c'est pas pour les défendre les gens qui t'ont dit ça, mais j'ouvre une petite parenthèse. Il y a quand même un plan dans La Dernière Reine. J'avais l'impression que c'est le même plan dans Kill Bill. Oui, Merzak Alouache m'a dit. C'est drôle, c'est bien, c'est marrant. Non, ouais. Merzak Alouache m'a dit ah, tu sais, la scène où vous rendez hommage à Kindle. Et là, il y a une scène comme ça. Écoute, c'est Merzak Alouache, on peut pas contredire Merzak Alouache. Voilà, oui, c'est la scène du rêve. C'est la scène du rêve. Non, je sais pas, Amir, c'est laquelle? C'est la scène du rêve. Non, c'est le plan où tu viens de tomber dans l'eau. Tu sais, tu tombes. Ah, voilà, on faisait même pas référence. Non, mais bon, la mer, la Méditerranée. Non, mais ça vient, mais moi, je me mets très en colère quand c'est comme ça. En fait, parce que sur le moment, quand elle nage, elle dit là, je commence à revoir du Kindle et je dis non, non et non. Non, mais je nageais pas pendant le tournage. En fait, quand ils ont dit couper, la piscine, c'était l'hiver, il faisait froid, tout le monde avait froid dehors et nous, elle était chauffée parce que Feriel a travaillé avec quelqu'un pour nous inventer ce truc de chauffer là. On a chauffé cette piscine et j'étais tellement bien que j'ai commencé à nager. Excusez-moi que ça ressemble à Kindle, c'est ma façon de nager. J'ai commencé à faire des photos, le chef-op me dit « Ah, regarde comme c'est beau !» Je fais « Non, casse-toi !» On ne fait pas les mêmes choses. On va filmer ça plus simple, auquel elle doit traverser, on la filmera rapidement avec sa poubelle, mais c'est tout. On ne fait pas d'esthétisme sur elle qui nage, qui se détend dans l'eau, je l'ai déjà fait. Et ça, c'est bizarre, mais moi, ça me rend assez fou, quoi. Oui, mais c'est intéressant par contre de parler de ça, pas forcément au niveau de la composition des plans, mais aussi au niveau de l'écriture, parce que j'ai cru comprendre que vous, d'ailleurs c'est ce que vous disiez au début, vous écrivez beaucoup ensemble. Et c'est intéressant de savoir comment faire pour, tu sais, vous savez, c'est la fameuse phrase de Truffaut, je crois, qui disait, il écrit avec d'autres personnes, ensuite quand il tourne, c'est contre l'écriture, et puis quand il monte, c'est contre le tournage. Est-ce que quand vous êtes sur Zafira, est-ce qu'il y a aussi cet aspect de se dire attention, on peut sombrer facilement dans de la redite et il faut lutter contre ça. J'ai un exemple très concret. Mais arrête. Dans le film, à un moment, Zafira fait un rêve prémonitoire, un cauchemar, et elle descend la Casbah de nuit pour aller chercher son fils. Mais elle n'existe pas, cette scène, elle existe justement. Ah si. Pendant très longtemps, dans le scénario, quand elle descendait la Casbah, elle se faisait, tu l'as pas vu. Mais elle cherche son fils à un moment. Oui, on est bien d'accord. Ok. Du coup, quand elle descendait, elle tombait sur des bandes de jeunes qui traînaient et qui commençaient à l'emmerder. Et ça partait. Et là, il y avait l'imam de la petite mosquée à l'époque, c'était pas la médersa, qui venait et qui faisait partir les jeunes
et qui partait avec Zafira pour chercher son Est-ce que gamin. ça se fait de raconter des scènes qui n'existent plus en Mais fait? bien sûr. Si, ça se fait, ok. Et ce qui est Moi, j'aime intéressant, bien. c'est que- Ok. C'est bien, Non, ça me mais- rappelle Orange. On dirait un côté Orange Mécanique, tu sais, dans ce que Oui, tu non, viens c'est de dire. vrai, Damien alerte beaucoup sur les redites et quand on s'en rend ça compte, devenait, c'était un peu la scène de l'agression dans Kill quelque part. Oui, c'est vrai. Ça démarrait, c'était les mêmes enjeux de corps. Ah oui, d'accord. Mais jamais de la vie, déjà notre scène, toutes les descentes de nuit et tout, ça va taper dans 15 minutes. Là, on va encore se faire 5 minutes de ça. On l'a déjà fait. Et on l'a plutôt bien fait. C'est un truc donc, que j'aime bien dans Kindle. On va pas reperdre du temps et de l'énergie là-dedans. Donc ouais, moi je suis un peu dur des fois là-dessus, mais comme Adila, elle est sur d'autres choses. Oui. On fait attention, on fait attention parce qu'on connaît un peu nos travers aussi, hein, nos obsessions, et des fois, c'est bien. Mais moi, je pense qu'à un moment, il y a eu 2 moments décisifs dans l'écriture. Moi, je sentais le naufrage. Je me suis dit, on va jamais s'en sortir. Il y a un problème sur ce scénario. C'est qu'à un moment, Damien avait dit une fois, je me rappelle très bien, moi, ce film, ça dure trop longtemps, c'est trop compliqué, on va jamais réussir à le faire. Et puis, de toute façon, je n'ai plus de désir pour ce film, j'ai plus envie. J'ai déjà dit ça. Eh oui, t'as déjà dit ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, non mais c'est pas possible, il peut pas ne plus avoir de désir pour le film. Donc je me remets à écrire en fait. Je reprends le scénario et je me remets à écrire pour un petit peu lui raconter, lui dire, tu sais, je pense ça pour cette scène et ça pour un peu lui raconter pour qu'il ait envie d'y revenir. Et à un moment aussi, Damien m'a dit, écoute, elle dit là, c'est trop. Et là, on est trop dans le monde des femmes. Moi, les corsaires, ça me manque. Les mecs, ça me manque. Ouais, mais moi, je sais pas écrire pour les mecs. Si je vais écrire pour les mecs, ça va être super caricatural. Un peu comme les mecs écrivent pour nous, tu vois. Et du coup, il ramène tout l'univers des corsaires. Moi, j'avais peur des batailles, non pas parce que j'aime pas les batailles, bien au contraire, j'adore mettre en scène des batailles et des combats et du corps à corps, parce que voilà, c'est mon côté danseuse aussi et cascadeuse. Mais j'ai peur parce qu'on n'a pas les moyens. En fait, les hommes vont apporter l'extérieur, vont apporter les gros enjeux politiques et donc les figurants, et nous, on n'est pas Hollywood. Et du coup, fallait quand même ramener les hommes. Et j'avais pas envie d'une œuvre qui raconte que les femmes, les femmes. J'aime aussi, en tant que femme, avoir un regard sur le monde et pas écrire que des histoires de femmes. C'est très important. Parce que de toute façon, c'est naturel, hein, on va plutôt écrire pour des personnages qui nous ressemblent quand on est auteur femme. Mais c'est aussi important d'écrire pour le monde, porter son regard sur le monde, porter son regard sur l'histoire. Et ça a été très enrichissant et ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi d'inclure le monde masculin. Mais périlleux aussi, puisque ça avait des conséquences budgétaires, quoi. Ah, tu m'étonnes, les hommes, ça coûte cher, hein. Ça me coûtait cher. Non, hein, je me rappelle de cette période et c'est intéressant ou pas. C'est marrant, c'est que ce désir était parti autour de 2017, un peu juste après Kindle. Parce que Kindle, qui est un film accidentel entre l'idée et le tournage il y a 3 mois et 6 mois après il y a Cannes, il y a Kindle, on a enfin mis... Oui, vous avez été à la quinzaine, je rappelle. Vous étiez, pour ceux qui ne savent pas, Kindle a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Voilà, c'est ce que tu voulais. Ouais. Je précise, je referme la parenthèse. Mais du coup, le film est un peu foutraque, quoi. La femme se fait agresser, devient un monstre marin, elle se venge. Et là-dedans, finalement, je m'étais vraiment beaucoup amusé à manier les genres. Et quelque part, dans mon film Fidaï documentaire, il y a aussi pas mal de formes. Un truc comme ça, assez hétérogène. Et dans Kindle, on a pu faire ça par la fiction. Et c'est vrai que Zafira, derrière, c'était lourd à financer. On était beaucoup en intérieur avec les femmes. C'était plus un film d'auteur, premier film d'auteur, en fait. On allait le faire. Ça allait être un film d'époque, mais low budget et assez typique. Et c'est vrai que, du coup, quand après je dis les hommes, les batailles, les corsaires, c'était là aussi où le désir est revenu. Et là, on a écrit. Alors après, j'ai poussé jusqu'à écrire un cauchemar avec un kraken. On n'a finalement pas tourné, même si les... Oui, il y avait un kraken Il y avait un kraken. Bah oui, parce qu'on a Nadia Tereskevich, qui est la scandinave. Elle apporte tout son univers toute une mythologie, en fait. Toute la mythologie nordique. D'ailleurs, elle lui dit... sale manchot de merde, t'es parti la demander en mariage, j'espère que tu te feras bouffer par le kraken. Elle le dit dans la scène de la dispute. Bon, elle le dit en finnois, alors c'est autrement. Hein. Et donc, elle lui met une claque comme ça à Rouge. Elle lui parle du kraken, mais sauf que nous, à l'époque, on avait imaginé le vrai kraken. Et scène non tournée qui aurait dû se tourner n'importe quoi. En fin de tournage et qui était dans le plan de travail, c'est un cauchemar d'Arouge, en fait.
Non, mais où il quitte Alger, il perd Alger, et ça se termine par le Kraken qui sort et qui fait sombrer son bateau. Super scène, mais le film est... super scène. Mais c'est ça, c'est qu'Alger va ouvrir... Alger du XVIe siècle, on l'a toujours trouvé avec Damien très excitante, très stimulante, parce que c'est très différent d'Alger de maintenant. C'est-à-dire que les mecs arrivent... C'était comme Marseille, c'était les deux fleurs de la Méditerranée, Alger et Marseille, des petits ports. On voit qu'Alger, c'est pas non plus la grande ville puissante, c'est pas Budjaya, c'est pas Tlemcen, c'est pas Djidjel. En fait, Alger, c'est pas la capitale à ce moment-là, c'est une petite publique. Du coup, c'est les 30 prochaines années où elle va exploser, s'enrichir, devenir un port important, une ville importante. Mais c'était tellement excitant de voir cet Alger où tout était possible, où tous ces gens qui arrivaient parlaient d'autres langues. Et ce qui était intéressant, c'est que quand ils arrivaient à Alger, selon les documents historiques, ils parlaient algérien. Tu te rends compte, nous, aujourd'hui, quand on voyage dans le monde, on doit parler anglais. C'est ça la langue. Et ben pour la Méditerranée, pour les gens, et ben ils parlaient, ils savaient, ils avaient en tout cas des notions d'algérien. Et je trouve ça génial, ça décentre le centre de la Terre. Ça nous apprend plein de choses. De la Terre, carrément. De l'univers même. De l'univers. Ça décentre un truc. C'est bien. Ça dit, il y a une cinéaste libanaise qui s'appelle, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Maya Abdul Malek. Et qui vient de terminer un film qui a été projeté dans le cadre du cinéma du réel actuellement. Le film s'appelle Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth. Et en fait, pour parler de sa ville, Beyrouth, elle intègre dans ce film des monceaux de rêves qui lui permettent de parler finalement des fantômes. Les fantômes des guerres, des massacres, de l'explosion d'août 2020. Et elle me disait, c'est ce rapport je peux parler des morts par le prisme du rêve, qui donc devient un élément de scénario. Et dans votre film, c'est un aspect qui n'est pas négligeable, le rêve, voire même le cauchemar. Et c'est intéressant. Enfin, je sais pas si c'est pas une question. Je vais me rappeler de ça. Donc, c'était même pas prévu. Le rêve, la mort, comment parler de ça aussi à travers les rêves. Et chez vous, c'est pas un artefact, quoi. C'est vraiment un élément de mise en scène, hein, le rapport au rêve dans ce film. Ah non, mais ça me parle tellement. J'aimerais beaucoup voir son film. Moi, ça me parle, ça résonne très, très, très fort. C'est encore des choses que je saurais pas vraiment expliquer. C'est comme la mer, la mer et le rêve. Je sais pas d'où ça vient, mais ça vient de loin, je pense, plus loin que moi peut-être. Et je pense et chez Damien aussi il y a ça. Et il y avait dans le film encore plus de rêves. Donc d'ailleurs c'est marrant, avant d'arriver à cet entretien avec toi, on parlait de rêve justement, de l'écriture du rêve. À suivre. À suivre. Mais il y avait cette question, comme le film est sous l'angle du féminin, que le seul ouvrage qu'on a trouvé, c'est un livre d'incantation. Un livre d'incantation qui répertoriait des incantations, donc on peut dire de la sorcellerie, qui va de blanche à noire, c'est-à-dire comment les femmes qui sont dans un monde intérieur, elles peuvent intervenir sur le monde extérieur auquel elles n'ont pas accès. Donc il y a des incantations très douces sur comment garder l'être aimé, mais il y en a d'autres à comment faire du mal. Et du coup, dans le film, on en a gardé une quand elle se frotte les dents face au miroir. C'est quelque chose qui est vraiment qu'on a trouvé dans cet ouvrage. Et du coup, il y a cette donnée-là des incantations des femmes et il y a le côté culturel aussi des rêves et de l'interprétation des rêves qu'on retrouve aussi pas mal en islam, que moi je retrouvais beaucoup j'ai lu un livre qui s'appelle Les exploits pieux d'Haroud Gérardine Barberousse. On va dire que pour comparer à l'Occident, c'est un peu comme les évangiles des frères Barberousse, écrits un peu après leur mort, et qui les revalorisent comme grandes figures, en fait, historiques de l'Empire ottoman. Et Haroud, c'est plus court, il est mort plus tôt, mais comme c'est Rerdine, son petit frère, qui va devenir le plus connu, plus légendaire, il y a énormément de moments où il rêve, il raconte ses rêves, où il parle au prophète. Et le prophète le guide. Notamment, la veille de la bataille de Béjaïa où Harouch perd son bras, Rerdine a rêvé, le prophète lui a dit « Demain, n'allez pas au combat, ça va mal se passer ».
Et Haroudj tient tête à son frère et dit mais non, je fais toujours comme ça, j'attaque par surprise, je prends mon petit commando d'élite et on va reprendre Béjaïa. Et si on lit ce livre, en fait, le prophète avait annoncé cela. Et du coup, je continue, mais il y a aussi cette question. Moi, en étudiant la théorie du cinéma, j'avais suivi tout un semestre un cours incroyable sur la religion catholique, mais au cinéma, le christianisme au cinéma, et se voir comment même les grands cinéastes américains, ou chez Pasolini, ou chez Coppola, ont retrouvé des figures, des peintures, des annonciations, la descente de la croix, la fin du Parrain, 3, ou dans Hackathon, quand Hackathon il vient embaucher l'héroïne, c'est une composition comme une annonciation de l'ange Gabriel, et ça m'a toujours travaillé à se dire, ok, nous, culture algérienne, arabo-musulmane ou berbère, tout ce qu'on veut, mais comment nous, on peut trouver des choses esthétiques propres à cette culture? Comment, par exemple, représenter le divin, le sacré, par quoi ça passe? Et du coup, c'est aussi pour ça que assez souvent, j'aime bien avoir des moments, la lumière blanche, comme moi, j'essaie de trouver des formes esthétiques qui seraient parlantes avec la culture, parce que je trouve que c'est important de trouver cette forme qui fait qu'on peut retrouver dans le cinéma chinois aussi, chez King Hu ou des fois Jia Zhangke, quelque chose de proche du taoïsme. Un exemple pour te dire, du coup, là je pousse jusqu'à la référence religieuse, et sur l'avant-bataille, on a choisi qu'il y ait cette prière de lever du jour avant la bataille, mais visuellement, je cherche, comme en islam, tous les éléments du monde. Donc c'est pour ça que sur un plan, tu vas avoir le ciel, sur l'autre, tu auras de la végétation, sur l'autre, tu as l'élément, tu as l'eau. Quand il ferme sa main, c'est calé à un endroit pour avoir des vagues. En fait, il y a toutes ces... Ou avec Ferial, quand on travaille le décor d'un jardin, et ben pour savoir qu'est-ce qu'on met dans ce jardin, parce que nos monuments historiques en Algérie sont assez vides, assez nus. Nous, on les remplit par de la végétation, et du coup, on va prendre la question du jardin, du paradis, avec les fruits, les oranges, les grenades, les citrons, tel type de végétation, et on a l'élément de l'eau, toujours. En fait, le jardin musulman, il y a ce côté de petit paradis, un peu comme les Japonais avec leur jardin. Du coup, on a aussi recréé ça. Alors, c'est pas des choses qu'on appuie à l'image, parce qu'on suit nos personnages, le drame qui se joue, mais il y a cette envie-là, de pousser aussi ces détails dans l'esthétique. Et c'est pas du tout la question ou la réflexion. Si, elle est exactement, c'est comment. Mais comment faire pour que le scénario ne prenne pas le dessus sur l'aspect global de la mise en scène? Je m'explique. Comment faire en sorte que ça ne soit pas illustratif, qu'il y ait de l'aération, et je parle pas des extérieurs, je parle surtout de ce qui se passe en intérieur, comme par exemple cette séquence extraordinaire où Zafira Adila entend à travers cette espèce de rideau comme ça, où la séquence, ça c'est plutôt en extérieur, mais ça on parlera de ça plus tard, mais si on a le temps. Voilà, comment faire en sorte que le film ne devienne pas illustratif? Très souvent, on tombe dans ces écoles-là. Je pense qu'on n'y arrive pas tout le temps. Hein. Après, c'est vrai que c'est un film où il y a beaucoup de dialogue. Hein. Ça, c'est le côté... vous l'appelez Shakespeare, mais c'est le côté, effectivement, un peu... Oui, regarde la séquence quand toi et Dali, vous retrouvez, Haroudj et Zafira se retrouvent sur ce cheval, il la prend de force, et à ce moment-là, vous êtes en train de discuter, et il y a une manière, il y a un texte, certes, très beau, très poétique, mais il se passe un truc qui fait qu'au niveau de la mise en scène, ça prend sens. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène. On n'est plus dans l'illustration, il y a une aération. Et donc, comment faire pour... Ça m'intéresse de savoir ça. C'est plusieurs choses. Je pense déjà, on va partir de... C'est plusieurs choses. C'est aussi l'incarnation. Ne pas en faire de la déclamation. Parce que là, par contre, c'est à peu près comme des alexandrins en arabe. Et donc là, on peut très facilement partir dans la déclamation. Et je pense que ni Dali, ni moi étions là-dedans.
Et il y a aussi, on est toujours, on peut basculer, mais on y veille toujours. On veille toujours à insuffler de la vie, on veille toujours à insuffler Oui, la vie, les éléments. La vie, c'est peut-être la clé. Moi, j'ai envie de te dire que ça m'énerve, mais je n'ai pas la solution. Tu parles de la scène du cheval. En termes de mise en scène, bon, j'ai fait toute ma scène d'action, de levée, de découpage, ralenti, etc. Mais après, le dialogue reste un simple chant contre chant. Et il y a du texte. Et en termes de paysage... C'est comme ferait à la télé, un téléfilm, c'est souvent que des chants contre chants. Certains cinémas qu'on critique, c'est que ça et du dialogue. Là, il y a juste quelque chose que les comédiens s'en emparent et font vivre ce texte. Et là, c'est qu'il y a quand même un talent de comédien qui fait que la scène décolle. Tu parlais de la scène de la demande en mariage où il y a un dispositif avec un voilage. Ça, c'est une scène dont je suis très fier, que j'aime beaucoup cette scène parce que je trouve que sur le coup, là, on a réussi à allier le fond et la forme. Cette femme, face à une assemblée d'hommes, elle peut pas se mélanger aux hommes, elle peut pas être vue. On joue la femme à l'intérieur, on est avec les hommes, puis à la fin, Harout, Zafira se parle. J'élimine le voile, je fais des chants contre chants directs comme s'ils se parlaient. Il y a un bouclier. Et puis à la fin, quand ils sortent le bouclier pour la cacher et ce truc, ils sont réunis dans un plan, mais en vrai, il y a une séparation. J'aime beaucoup ça. Mais bouclier en forme de cœur. Ou de cœur, coquillage. Ouais, c'est les vrais boucliers. C'est ça qu'on a retrouvé. Les vrais boucliers des Algérois. Ouais, des Algérois et des Arabes d'Andalousie, en fait, qu'on a retrouvés sur les gravures et qui ont disparu, qui existent de nos jours. On retrouve dans les descendants de ces boucliers, c'est des boucliers touareg qui sont très très grands. En fait, c'est des superpositions de cuir durci et qui, en tout cas, qui arrivaient à bloquer les flèches, mais par les armes à feu, plus compliqué. Là, je suis très content dans ces scènes-là. Mais tu vois, il y en a une où vraiment, là, en termes de cinéma, on met en place un dispositif. Et en termes de plan, je sais que mentalement, par concept, c'est fort. Maintenant, il va falloir qu'après le jeu suive et tout ça. Le cheval, je suis assez impuissant. J'ai un texte qui est une joute verbale poétique. J'ai deux comédiens sur un cheval. La veille, j'ai un accident de cheval. Donc, je tourne à la fois sur un cheval et des fois sur des structures métalliques pour que ça puisse durer, qu'il n'y ait pas d'accident avec les comédiens. Mais j'ai aucun contrôle, en fait. Si ça joue mal, la scène, on va passer à côté. Mais sur le côté illustratif, je n'ai pas la solution et ça me ronge pas mal la tête. C'est que notre acte 1, notre exposition du film, je la trouve toujours, on a eu beaucoup de mal à la monter. On a serré, mais si tu veux, j'attaque chaque scène, j'essaie toujours à chaque fois de trouver le dispositif le plus juste de cinéma pour attaquer une scène. Et même si tu sembles avoir trouvé la meilleure forme, c'est-à-dire à cheval, tout va jouer sur les comédiens et le dialogue, un chant contre chant suffit. Et puis le cheval va tourner et ça fera des sortes de travelling circulaires. Bon là, notre cheval bougeait pas trop. Ouais. Finalement, c'est devenu plus simple et sur le moment, j'étais vraiment frustré. Mais il y a d'autres scènes où vraiment en forme, j'y allais. Je pensais que je tenais le truc et finalement, en les montant, ça devenait illustratif, bizarrement. Et tu vois, il y a un truc de... Il y a le montage aussi qui va arriver. Il y a le montage qui est là, mais il y a quand même, d'un seul coup, tu te dis, mais merde, peut-être que il fallait pas l'attaquer en large, ou il fallait peut-être faire tout emporter pour être plus proche des corps, qu'on soit moins justement à l'écoute du texte et que ça devienne illustratif. Parce que même en tant que spectateur, peut-être qu'il y a des moments, justement, toi, tu peux nous parler peut-être de quelques scènes qui te semblent comme ça, mais il y a un truc, c'est compliqué, j'ai pas la solution, et c'est peut-être la beauté de la chose, hein, de cette création, c'est que... Ça, c'est la part aussi de ce qu'on va improviser sur place, sur le plateau, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on fait un découpage, on essaye des choses, on répète avec les comédiens avant, et c'est un moment où il va falloir chercher la vie dans les plans, il va falloir chercher, et très souvent aussi, toujours, hein, dans les projets qu'on fait et dans les films, on arrive et on dit, en fait, ça marche pas. Et donc, on invente autre chose. Ça, c'est la part du plateau. C'est-à-dire que c'est sur le plateau qu'il va falloir aussi choper, capter et faire surgir la vie. Et ça, on l'a tout le temps. Et ça, c'est tout le temps. En fait, c'est un va-et-vient constant. C'est un va-et-vient constant sur toutes les scènes. C'est-à-dire, attends, et là, vas-y, fais comme si, attends, mais l'objet là-bas, ramène-le là. Et tiens, et si. Moi, je donne toujours un exemple.
Sur la série télé qu'on avait faite, dont tu as parlé. Il y avait la famille qui était assise comme ça en train de regarder la télé. Et puis je dis à une comédienne, tu vas choper. Alors elle avait la nausée dans la scène quand elle regarde des avions, elle a la nausée et donc il faut qu'elle aille chercher un sac pour vomir. Et donc toute la famille était comme ça. Alors là, on ne pouvait pas faire plus série télé et donc ça nous tracassait avec Damien. C'est des réglages sur le coup. Et là, elle dit ah oui, non, mais pour aller chercher mon objet, je peux pas, il me gêne. Je lui dis mais dans la vie, il te gêne. Pardon. Oh, non, mais on fait comme ça en plus quand on travaille, on fait ça. Et je lui dis mais dans la vie, il te gêne, tu peux pas lui dire. Tu vas tout créer un passage, tu vas façonner en fait un chemin avec ton corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un coup, ton dos va se tendre, tu vas aller attraper ça va gêner l'autre et bam, bam. Et c'est ça la vie. Je peux pas, moi, dans la mise en scène, dire tu pousses tes pieds pour qu'elle puisse passer. Non, mais là, on s'ennuie à mourir, là, c'est la mort. Donc, et même en tant que comédienne, j'aime bien avoir ces obstacles pour justement trouver un chemin, arriver. Parce que si on prépare trop la mise en scène et que les passages, c'est pas comme dans la vie. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et encore une fois, la direction d'acteur, la mise en scène, mais là, il y a une recherche ici de l'accident aussi. Voilà, la chorégraphie de la scène, les objets, les espaces, la lumière, tout ça, c'est quelque chose qu'on traque constamment, en fait. Mais bon, ce processus, il a lieu à chaque début de séquence. Donc, ouais. en fait, très vite, on essaie de faire venir les comédiens pour répéter une fois dans l'espace. Et c'est de là où on va pouvoir caler la technique, malgré le découpage, etc. Quand je le fais pas, en fait, les comédiens arrivent sur le plateau avant d'aller se faire maquiller, habiller, par exemple. Et là, on teste un peu le jeu et ça nous permet de voir où on va jouer dans l'espace. Certaines fois, les scènes, on les avait répétées en amont et du coup, je suis assez défini, assez clair et j'ai pas besoin d'avoir les comédiens. Mais il faut quand même savoir. Après, ça, c'est le code de quotidien de chaque réalisateur avant d'attaquer une scène. La question de l'attaque. Comment on attaque une scène? Pour attaquer une scène, ça va jouer l'attaque des cas. Où est-ce qu'on va placer nos figures et où est-ce qu'on pose notre caméra. C'est ces deux éléments-là, la disposition puis l'attaque. Après, c'est aussi lié au temps et à l'inspiration. Chaque fois, on doit le refaire, on doit se remettre en cause et trouver le meilleur moment, la meilleure attaque et disposition possible pour que ça marche. Des fois, ça marche pas. Alors des fois, parfois, c'est super, très vite, on trouve la solution. Ah bah, c'est pas là, c'est par là qu'on va le faire, ou on va pas faire ce déplacement, ou on va virer ce texte. Oui, virer des fois, on trouve pas. Ou des fois, on n'est pas satisfait. Un exemple, la scène finale du film, donc le duel Zafira-Barberousse, avec Shadi, le chef opérateur, on était vraiment... disons que moi, quand je filme plusieurs fois dans un même décor, j'aime bien essayer de découvrir, de pas tout montrer le premier coup et de travailler limite un axe à chaque fois. Comme ça, à chaque fois qu'on y revient, il y a une découverte, ça devient presque un nouvel espace. Et du coup, même en termes de lumière, je pousse dans ce sens. Et avec Shadi, on dit, OK, ce coup-ci sera une lumière de jour, comme ça. Là, c'est plutôt de nuit, à la flamme. Là, ça va être plutôt jour, mais pluvieux. Et cette scène finale, on était super inquiets parce que la pression de la scène finale, le grand face-à-face, et en même temps, esthétiquement, visuellement, on n'arrivait pas à trouver comment faire. Et on n'avait qu'un jour pour la tourner, un seul jour, et donc on a essayé plusieurs choses. Et c'est une des rares fois où je dis désolé, mais non. Il me dit moi je suis d'accord aussi, on casse. Donc il casse toutes ces lumières avec le chef électro, et il repart. Et du coup on tâtonne. Et c'est seulement en commençant à tourner les premiers plans et au bout de quelques plans, c'est vraiment au bout d'une demi-journée de tournage, on s'est dit on tient le truc là. On tient un truc esthétique qui nous plaît et qui semble fonctionner. Parce que tu as ce truc, les scènes, on ne les tourne pas chronologiquement, encore plus là quand on tourne entre deux villes différentes. Mais tu te fais ce puzzle mental de montage où tu te dis bon, là on avait filmé comme ça, là comme ça, là comme ça c'est les lieux dans le film. Et là, c'est quoi ce climax et ça devient quoi visuellement? Et parfois, des fois, on va prendre une décision de tourner et puis la montre, on n'a pas le temps parce que derrière, il y a 3 autres séquences, il y a des figurants, il y a des trucs. Et là, des fois, tu vas un peu, pas à reculons, mais un peu déçu en te disant on n'a pas trouvé le truc impeccable.
Et dans le film aussi, du coup, il y a forcément quelques scènes, il y a, je sais pas combien il y a de séquences, 70, moins montées, mais il y en a certaines où on n'est pas totalement satisfait. Et d'un autre côté, certaines où on s'est fait surprendre, qu'il y a une certaine magie, où on a eu plus qu'espéré. Mais il y a ce truc de... Là, pardon, j'arrête sur une dernière chose, mais parce que quand je parle de storyboard, on pourrait se dire après, c'est comme je sais pas, une boîte à musique, tu sais, qu'on tourne et ça sort. Non. J'ai beau avoir mes plans, ça dit avoir écrit travelling et tout ça, sur le moment, il y a forcément aussi la question de plan qui fait que sur 20 plans, il va falloir que je tombe à peu près à 15. Qu'à un moment, en faisant un plan, je me rends compte qu'il y en a un autre qui n'est pas nécessaire parce que le plan a montré cette autre chose que je voulais ajouter. Et des fois, pareil, de travelling, ça devient de la portée, etc. Je sais que, par exemple, au début du film, il y a une scène de dispute amoureuse entre le roi et la reine, entre Rassem Toumi Zafira. Pour moi, ça devait être un peu la seule scène sur travelling, un peu installée, avec des plans comme ça qui avancent, qui s'arrêtent, et que le film, après, allait devenir plus foutraque, plus porté, plus doc, on va dire. Et quand on tournait cette scène, en même temps, en la voyant avec les chefs-op, je me suis dit, c'est quand même pas mal. On est beaucoup plus précis en mise en scène, parce qu'en portée, on va aller dans tous les sens. Alors oui, ça a l'impression de donner tout le temps du souffle, mais le moins de gestes anodins est un peu trop amplifié, et du coup, on va perdre les gestes forts. Donc on va le garder, la portée, à des moments très particuliers, comme là, quand elle se bat avec son frère, ou pour que ces scènes vraiment jaillissent, et on va plus poser la caméra, ce qui peut des fois apporter, qui probablement à certains moments a donné ce côté qui peut être des fois peut-être illustratif, ou des fois pas assez vif, je sais pas. Enfin bon, après c'est le regard du spectateur. Moi, je dirais vraiment que le plateau, c'est un sacré morceau. Le plateau, c'est un sacré morceau, et alors on peut en avoir très peur, mais moi je trouve que c'est un espace très stimulant parce que c'est comme un examen. Quand on arrive, des fois on n'est pas très prêt, trop préparé, et il y a ce truc de la survie, un petit peu de la mémoire qui revient, et il va falloir tout concentrer et tout donner et trouver les solutions. En fait, c'est constamment des réglages de solutions, et c'est aussi beaucoup d'inspiration, finalement. Il y a cette part artistique aussi, elle est très importante. On ne peut pas prévoir un film avant d'être sur le plateau. Et c'est là où le grand luxe, c'est de se dire, ah ok, là on ne sait pas, on s'arrête, on réfléchit, on se pose. Ah ouais, mais ça, on revient demain. En fait, c'est ça l'objectif sur les prochains films, c'est d'avoir plus de temps de tournage. Un petit peu plus de temps. Là, on a tourné 8 semaines, ce qui semble énorme de nos jours. 8 semaines de tournage, 6 jours par semaine, mais il y avait 2 à 3 séquences par jour. Donc c'est beaucoup, et qui fait que tu n'as pas le temps des fois de te poser, de rebondir. Le lendemain, tu es sur une autre scène, quoi. Ouais. Il n'y a que quelques de rares exceptions où, par la météo, en plus on tournait en début d'hiver, on avait du soleil à 17h30 qui s'arrêtait. Donc il y a eu des fois où on s'est rajouté une demi-journée, mais en éliminant d'autres choses. Mais c'est ça le luxe, c'est le plateau et le temps de plateau. Donc aux jeunes cinéastes, aspirants cinéastes, préparés au maximum en amont, peu importe, storyboard, repérage, photo, animation, j'en sais rien. Mais après, et ce temps d'aller sur les décors et répéter avec les comédiens, encore mieux, et de se donner ce temps-là, ce temps de jeter à la poubelle ce qu'on avait imaginé pour trouver ce qui va vraiment donner de la vie, être vivant. Et bien choisir ses comédiens. La dernière reine donc sort le 19 avril en France. Une dernière question que poserait un journaliste lambda, c'est aux auteurs du film. Il lui demanderait est-ce que vous êtes en train de travailler déjà sur le prochain? Et si oui, est-ce que ce sera toujours quelque chose ancré dans une histoire ancienne, ou ça sera le contemporain? Ah ben on est sur les deux. Le contemporain de l'ancien. Ouais, on est sur. En tout cas, on est sur une partie, encore une fois, qui n'a jamais été racontée. Voilà. On dira rien. Non, je dirais rien. Non, je raconterai pas. Ça va porter. J'ai trop envie parce que l'histoire, elle est chouette. J'ai tellement envie, mais je vais me retenir. Oui, pardon.
Non, mais c'est vrai qu'on peut toujours dire sur quoi on travaille, mais ça mute et ça se transforme tellement que ça se trouve, là, on a deux envies différentes, mais on veut faire les deux. Peut-être qu'elles vont muter en une, j'en sais rien. Mais clairement, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est d'aller dans des zones ou des endroits où j'ai jamais vu d'image réelle. Et moi, envie d'aller m'amuser là-dedans avec le cinéma. Et qu'à chaque film, on retourne la table, on se remette en danger. Dès qu'on sent qu'on retouche une scène qu'on a déjà faite, essayer de faire l'inverse. Explorer les genres, quoi, défricher. Merci beaucoup, Daniel Nouri, Adila Bendimera. Je rappelle, La Dernière Reine sort le 19 avril sur les écrans. Et maintenant, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir aller voir ce film. C'était un plaisir en tout cas. Et longue vie au film. À très vite. Samir. Merci. Merci. Ciao. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.